Voilà, nous sommes connectés. Bonjour à tous et bienvenue à cette session des ateliers du DIAG. Voilà, vous êtes avec nous. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à Merci tous. d'être avec nous. Nous sommes avec Jean-Michel Quatrin. Vous le connaissez peut-être, directeur, sans doute d'ailleurs, directeur fondateur de Testoon. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Alain et merci de m'avoir convié. Bah, c'est un plaisir toujours. On va, grâce à toi, justement, évoquer des sujets qu'on n'évoque pas toujours, peu souvent, hein, sur évidemment l'audit énergétique. On en parle depuis des mois, voire plus encore, mais on va parler notamment, hein, des technologies de mesure que les diagnostiqueurs doivent maîtriser dans le cadre de la réalisation de cet audit énergétique. Et effectivement, c'est un sujet là, on ne peut plus concret, et notamment de cet équipement obligatoire ou non obligatoire pour cet audit énergétique. Et évidemment, qui mieux que toi pouvait nous parler de ça chez Testoon. Voilà, bonjour Philippe, bonjour Jean-Yves. N'hésitez pas à utiliser ce chat qui se trouve donc voilà, sur la droite de votre écran. C'est un onglet qui se trouve en bas de votre écran. N'hésitez pas à l'utiliser pour poser vos questions et évidemment réagir. Euh, je le rappelle pour tous ceux qui ne connaissent pas les ateliers du DIAG, évidemment, c'est enregistré, notre webinaire, et le replay, l'enregistrement sera disponible dès demain matin sur le site DIAGactu. Il restera disponible plusieurs mois si nécessaire, et sans doute celui-ci sera disponible assez longtemps, puisque ce qu'on va se dire là, évidemment, sauf évolution de la réglementation, hein, est important pour tous ceux d'entre vous qui arrivent sur cet audit énergétique. Vous êtes nombreux, on peut le dire. Voilà, bonjour. Margot, une certaine Margot que je crois Jean-Michel connaît bien. Voilà, bonjour. Bonjour à tous, bienvenue. On va démarrer, Jean-Michel, si tu veux bien. Donc, tu as une présentation, hein, à nous développer là sur cet équipement. On va revenir sur certains points quand même importants. Tu vas pouvoir peut-être partager ton écran si tu veux bien. On va démarrer. Partager ton écran. Voilà. Voilà, et puis peut-être une présentation de Testoon, hein. Quelques mots. Oui, quelques mots sur Testoon. Donc, merci Alain et Diagactu de nous faire sur les ateliers du diagnostic l'opportunité de faire un point sur le matériel pour l'audit énergétique. Pour ceux qui connaissent pas Testoon, société que j'ai eu le plaisir de créer en 2007 et en 2006 exactement, et depuis 2007, nous sommes un partenaire des diagnostiqueurs immobiliers et d'une façon générale de tous les gens qui sont dans le contrôle technique autour du bâtiment, de l'immobilier, l'industrie. Et donc, nous équipons les diagnostiqueurs, les bureaux de contrôle, mais aussi la maîtrise d'œuvre, quelques entreprises du bâtiment, mais on est surtout sur la maîtrise d'œuvre et le contrôle technique, de nombreuses technologies qui permettent de mesurer, contrôler et diagnostiquer in situ le bâtiment avec comme objectif en général de bien comprendre comment le bâtiment fonctionne, d'éventuellement l'améliorer, le rénover, mais aussi de respecter des contraintes réglementaires donc, qui viennent principalement intéresser les diagnostiqueurs. Et tout ceci dans un objectif d'améliorer la santé, la sécurité des habitants, le confort et bien sûr l'efficacité énergétique dans les lieux de vie et les lieux de travail. Voilà, c'est un vaste programme, mais d'une façon générale, je pense que beaucoup de nos spectateurs vont se reconnaître dans certains de ces aspects. Voilà, donc là, je ne sais pas si tu veux peut-être introduire de quoi on va parler sur le Moi, webinaire. je te laisse effectivement nous parler de ce sommaire de ce webinaire que tu as concocté Voilà, pour donc on nous. va faire un petit point sur l'actualité. Hum. Bon, il y a beaucoup d'actualités dans plein de domaines en ce moment, mais principalement sur l'audit énergétique. Et on va se focaliser sur le décret de compétences qui est paru en toute fin d'année dernière. Et on arrive dans la phase de mise en œuvre de ce décret de compétences. Et dans ce décret de compétences, il est listé que les diagnostiqueurs immobiliers qui réalisent les audits doivent maîtriser 8 techniques de mesure. Et donc, bon, la plupart, vous les connaissez déjà, mais peut-être si vous vous lancez dans le métier, il y en a que vous ne connaissez pas du tout. Donc, ça va être l'occasion de faire un petit panorama de ces 8 techniques de mesure et les instruments associés à ces techniques de mesure. Alors, ce n'est pas une formation, hein. L'objectif, c'est pas de vous former mais c'est vraiment une sensibilisation sur à quoi servent ces produits, comment est-ce qu'ils fonctionnent rapidement et à quoi ils vont servir dans le contexte d'un audit énergétique.
Et donc, on aura aussi l'occasion, avant de passer aux questions-réponses, peut-être de parler de deux, trois autres techniques qui peuvent être utiles, mais qui ne sont pas citées dans ce décret de compétences. Voilà, mais n'hésitez pas à utiliser le chat dès maintenant, hein. Si vous avez des questions, je les relayerai à Jean-Michel, évidemment, Je avec prends les pour questions qu'il y si réponde. jamais elles sont pertinentes dans l'ordre, et sinon on aura une session questions-réponses à la fin. Donc, pourquoi est-ce que l'actualité est aujourd'hui aussi l'actualité de l'audit énergétique? Parce que en ce milieu d'année, j'aurais tendance à dire, l'audit énergétique, eh bien, il est au milieu du gué. Il est vraiment au milieu du gué parce que il y a eu un certain nombre de dispositifs qui se sont empilés ces dernières années, et je ne vais pas refaire tout l'historique. Mais on est vraiment, l'année 2024 est une année charnière parce que d'une part, c'est l'année où on a la convergence des audits énergétiques. Historiquement, on avait les audits dits incitatifs qui permettaient d'obtenir des primes dans une optique de rénover le bâti. Et l'année dernière, en 2023, est arrivé l'audit énergétique pour l'habitat individuel que l'on a qualifié de réglementaire ou d'obligatoire. Obligatoire dans le sens où lorsque l'on fait un DPE qui donne une note qui est qualifiée de passoire thermique, typiquement FG, à ce moment-là, on a l'obligation derrière ce DPE de faire un audit énergétique lorsque on est sur une optique de vente du bien ou de location du bien. Et de ce fait, ça lui donne son caractère obligatoire. Il y a à peu près un an, les pouvoirs publics ont annoncé qu'il allait y avoir une convergence de ces deux audits, qui est une convergence qui joue sur plein d'aspects, notamment le moteur de calcul, etc., mais qui va aussi jouer sur le fait que les diagnostiqueurs maintenant peuvent réaliser des audits, qui vont avoir vocation de faire un projet de rénovation et donc de pouvoir obtenir les aides. Donc ça, c'est en cours. D'autre part, en 2023 était arrivé un dispositif transitoire pour la formation et la certification des auditeurs diagnostiqueurs. Ce régime transitoire, il était principalement lié au fait que la certification pour l'audit n'était pas encore prête. Et donc, on est parti à l'époque d'une certification DPE et on a proposé aux diagnostiqueurs de faire une formation à l'audit énergétique et d'avoir une certification provisoire, une autorisation provisoire. Je ne sais pas L'attestation, quel est le terme effectivement. exact, c'est l'attestation. Merci de nous corriger. Une attestation, et cette attestation, en fonction du moment où vous l'avez faite, de la façon dont vous l'avez faite, la façon dont le suivi a été fait, si vous avez réalisé un certain nombre d'audits pendant cette période, eh bien, il va y avoir un moment où vous allez devoir passer au nouveau régime. Donc, les nouveaux vont passer au nouveau régime les premiers, et puis ceux qui exercent déjà vont pouvoir passer dans les mois qui viennent et jusqu'à 2025, on va être en fin de période transitoire. Donc, ce nouveau dispositif, il se met en place avec la publication d'un décret de compétences, j'y reviendrai tout de suite, et les organismes de formation vont proposer très très bientôt des nouvelles formations à l'audit, puisqu'ils sont actuellement dans cette phase où ils se font certifier pour pouvoir donner ces nouvelles formations à l'audit. Alors ça, c'est le calendrier de la convergence. Je ne vais pas donner les détails tels qu'il avait été annoncé par la DHUP en septembre 2023, d'ailleurs à un des webinaires où je participais. Et donc, on est, vous voyez, en 2023-2024, on est dans cette phase où on peut toujours réaliser les audits selon les anciens cadres, ce qu'on appelle les audits incitatifs, par exemple, avec une certification au PQIBI, RGE. Et puis, les diagnostiqueurs peuvent maintenant commencer à proposer également ces audits. Donc, c'est la convergence. Ce n'est pas l'objet de ce webinaire, mais on s'inscrit dans ce cadre. Voilà. Et puis, donc, le fameux référentiel de compétences, c'est un décret qui a été publié le 21 décembre 2023, comme souvent en fin d'année. Ce décret qui donne une date de mise en application au 1er juillet 2024, donc c'est la semaine prochaine. Et donc, ce décret va étendre le périmètre de la certification DPE pour réaliser les audits énergétiques, et donc que je qualifie comme étant les audits convergés. Ça, c'est le terme que j'emploie. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça redéfinit tout le dispositif actuel. Donc,
notamment comment va se terminer cette période transitoire et comment, à partir de maintenant, vont devoir être formés, contrôlés, certifiés, surveillés les diagnostiqueurs immobiliers qui vont obtenir cette nouvelle attestation pour réaliser les audits énergétiques au-delà de la certification DPE qui reste le socle de départ. Voilà. Donc, sur ce terrain, je sais que Alain, tu vas peut-être aussi faire des ateliers sur ce sujet, mais je vais juste parler de 2-3 points qui sont ceux qui vont m'amener vers le matériel. Donc, il faut savoir que ce nouveau dispositif renforce les exigences de formation initiale. Et cette formation, demain, donc dès la semaine prochaine, sera un socle minimum de 35 heures de formation théorique qui peut être complètement réalisé en distanciel et 35 heures de formation pratique, sachant que sur ces 35 heures de formation pratique, la grande majorité doit être en présentiel, je crois que c'est 28 heures en présentiel, donc 14 heures minimum de formation terrain. Et la formation terrain, on aura l'occasion d'en reparler, je pense que les organismes de formation en parleront. C'est une formation soit sur des biens réels, soit sur des plateformes pédagogiques qui auront tous les éléments pour pouvoir réaliser des véritables audits. Il n'y a pas de questions là sur ces points-là pour l'instant. Pour le moment, non. Je rappelle effectivement, Jean-Michel, tu en parlais, on organise effectivement un webinaire qui sera sans doute accessible à tous avec Hervé Pogam, Absidia Certification, Sherwood, etc. Et Séverine Michaud, responsable de la certification de personnes chez AFNOR Certification. On fera le point sur justement ce dispositif de certification DPE et cette extension audit. Et on se demandera si on est prêt pour le 1er juillet, parce qu'on sent bien que c'est laborieux et que les choses ont du mal à se mettre en place, mais on y arrive. Voilà. Comme souvent, c'est chaud pour tout le monde, effectivement, mais ça arrive. Mais ça arrive. La certification, ce n'est pas un nouveau mot, c'est juste une faute de frappe que j'ai fait sur mon slide. Alors, pourquoi je dis qu'il y a 8 techniques de mesure que l'auditeur maîtrise? C'est parce que... attendez une petite seconde. Non, il y a un petit problème, mais ça ne va pas tarder. OK. Ouais. Voilà, il faut que je rebascule. Donc, dans le corps du texte de ce fameux décret de compétences, il est décrit tout un ensemble de choses que l'on doit apprendre pendant cette formation. Et j'en ai juste extrait 2 points. Donc, le stagiaire devra connaître les instruments de mesure spécifiques à l'audit énergétique des bâtiments, savoir interpréter et exploiter les relevés afin d'améliorer les propositions de travaux. Ces instruments incluent notamment le matériel nécessaire à la réalisation de thermographie, à la vérification des pressions et des débits de ventilation. Le formé maîtrise notamment l'utilisation d'un wattmètre, d'un lasermètre, d'un vitromètre et des équipements de mesure de température de l'air et des températures de surface. Voilà. Si vous comptez bien, ça fait 8 domaines différents. La partie pratique de la formation initiale contient 14 heures de terrain au minimum, on en a déjà parlé. Et donc, ces temps de terrain sont utilisés pour réaliser dans des bâtiments réels ou dans des locaux aménagés et permettre la manipulation des outils professionnels pour la collecte de données et donc les informations techniques architecturales et en situation réelle par l'intermédiaire notamment des prises de mesure. Donc, ce sont ces 2 éléments qui indiquent que pour ceux qui vont avoir ces formations, ils auront la chance d'utiliser ces appareils et d'apprendre à quoi ça va leur servir pour la réalisation des audits. Donc, si je reprends ces 8 techniques de mesure, on a donc le télémètre, le vitromètre, le wattmètre, la mesure de la température de l'air, la mesure de la température des surfaces, la thermographie, la vérification des débits de ventilation et la vérification des pressions de ventilation. J'ai repris exactement les termes tels qu'ils sont définis dans le décret de compétences et maintenant je vais essayer de lister qu'est-ce que ça recoupe en arrière et à quoi ça sert. Alors, il faut savoir que, je le redirai certainement, mais dans un audit, il y a des tas de choses qui sont faites par de l'inspection visuelle. Il y a un certain nombre de choses qui sont
absolument nécessaires d'être mesurées, bien évidemment, comme les surfaces au sol, les surfaces de parois froides, les surfaces de vitrage. Il y a des choses qui vont être mesurées dans le but d'avoir un avis sur le bon fonctionnement ou le mauvais fonctionnement d'un équipement. Il y a d'autres mesures qui vont être faites pour valider des hypothèses. Par exemple, vous allez dire, tiens, ici, ce mur m'a l'air complètement isolé, mais peut-être qu'avec une caméra thermique, vous allez pouvoir valider ou invalider cette hypothèse. Et puis, vous allez avoir tout un ensemble d'outils qui vont être utilisés pour vérifier des points critiques, pour vérifier notamment la faisabilité de certaines des préconisations de travaux que vous allez devoir faire. Donc, il y a certaines préconisations de travaux pour pouvoir passer d'une note à une autre que vous allez pouvoir mettre dans votre audit. Et avant de se lancer directement dans la simulation avec le logiciel, il peut être utile de vérifier que ces points critiques sont en phase avec la capacité de faire ces rénovations sur chacun de ces chantiers. Et de ce fait, ce que ça veut dire, c'est que la boîte à outils de l'auditeur énergétique, ce sont voilà, 8 outils, mais vous n'allez pas les utiliser tous dans toutes les situations. Il y a certaines situations où vous allez avoir besoin de la caméra thermique, dans d'autres situations, vous allez peut-être avoir besoin de mesurer des températures, dans d'autres situations, de vérifier le fonctionnement d'une ventilation, mais ce n'est pas comme si c'était un processus où la totalité des outils vont être utilisés à chaque fois. Ça va dépendre de la situation, et ça, c'est un petit peu différent par rapport à ceux qui ont l'habitude de suivre un processus bien établi. C'est là où il va y avoir peut-être des variations. Donc, si on reprend les différents outils les uns après les autres, ce que je vais essayer de faire, c'est vous dire à quoi ça sert et puis comment éventuellement vous allez devoir choisir ce type de matériel. Donc, le télémètre, c'est l'outil de base du diagnostiqueur. Hein. C'est un petit peu l'extension de sa main, ou de son ordinateur. C'est le meilleur ami du diagnostiqueur, on me dit souvent. Le télémètre laser. Alors, le télémètre laser ou lasermètre, ça sert à la base à mesurer des longueurs, directement ou indirectement. Et à partir du moment où on mesure des longueurs directement ou indirectement, on peut en déduire des surfaces ou des volumes. Ça marche comment? Bon, on envoie un laser qui va mesurer les distances par le temps que va mettre la lumière à faire l'aller-retour entre l'appareil de mesure et puis le point que vous visez. Mais souvent, ces appareils, maintenant, ils sont également équipés d'un inclinomètre. C'est un système qui va mesurer l'angle et le fait d'avoir un inclinomètre dans vos télémètres. Donc, ça va permettre de compenser, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas à l'horizontale, vous allez pouvoir compenser. Ceux qui maîtrisent bien ça, ça permet de mesurer des pièces encombrées beaucoup plus facilement. Mais ça va permettre aussi de pouvoir relever des données X, Y, Z qui vont vous permettre d'avoir plus d'informations sur la pièce que vous êtes en train de relever. Et ces informations, vous pouvez les noter à partir de l'écran de l'appareil, mais vous pouvez aussi les envoyer directement sur une tablette ou sur un ordinateur. Il existe des connexions Bluetooth vers une application qui va permettre de faire juste une mesure de surface, par exemple. Mais vous avez aussi la possibilité d'envoyer l'information directement sur le logiciel du diagnostiqueur. Il y a des logiciels très connus du marché chez les diagnostiqueurs qui tirent plus ou moins bien parti des fonctionnalités du télémètre laser. Donc, dans le cadre d'un audit, à quoi ça va servir? Donc, les mesures de surface au sol, les volumes, je ne l'ai pas mis, les surfaces de parois, les façades extérieures ou intérieures, les toitures, et puis ensuite faire des relevés. Donc, on va appeler ça faire des croquis, faire des relevés, faire des plans. Hein. Ça peut être l'élément ultime du télémètre. D'ailleurs, à ce sujet, Oui, sur les le... plans, les plans. Ouais. Au sujet des plans dans l'audit, je crois, il y a eu un débat hein, sur ce sujet-là. Est-ce qu'il faut faire des plans? Est-ce que c'est obligatoire ou non? Alors, il y a eu effectivement un débat qui a été initié parce que dans la mise à jour du mois d'avril des modèles de rapport, des trames de rapport qui sont publiées par le ministère, par la DHUP ou l'ADEME, je crois, et donc qui travaillent ensemble. Donc, il y a une publication numéro 4 qui s'est faite au mois d'avril et dans la trame de rapport, la dernière trame de rapport publiée, il y avait des plans. Et ça, c'était une première. Donc, ça a amené à ce que les acteurs de la formation
et du logiciel aussi se posent pas mal de questions. Des questions ont été posées au ministère pour savoir est-ce que la réalisation de plans sur un rapport d'audit est obligatoire ou pas. Et la réponse a été que non, ce n'est pas obligatoire. Par contre, c'était un petit peu pour illustrer le fait que si on savait, si on met des plans dans son audit, eh bien, on a la possibilité de les mettre en annexe du rapport. Cependant, je ferai à titre personnel la remarque suivante, c'est que autant sur un audit, on va dire, réglementaire obligatoire fait par quelqu'un qui va vendre son bien, ça peut ne pas être très utile de faire la dépense supplémentaire de rajouter du plan dans son projet. Autant lorsque l'on est sur une logique d'audit incitatif dans lequel votre client va, lui, faire un vrai projet de rénovation, il va avoir besoin de se projeter dans son projet. Et pour se projeter dans son projet, quoi de mieux que de lui fournir des plans de la situation initiale, de la situation projetée après travaux, avec plus ou moins de détails et plus ou moins éventuellement de représentation, éventuellement en 3 dimensions. Alors, sachant que l'audit, c'est pas une étude, hein, donc évidemment la ligne est fine éventuellement quand on commence à faire des plans et des représentations. Cependant, les diagnostiqueurs qui mettront du plan dans leur audit auront certainement un impact plus fort vis-à-vis de leurs clients. Bon. Alors, comment est-ce qu'on choisit un télémètre laser? Je vous donne quelques exemples ici qui sont illustrés par une des marques phares du marché que l'on distribue chez Testoon, qui est la marque Leica. Vous avez différents types de modèles. Certains vont être optimisés pour l'intérieur ou pour l'extérieur, ou pour les endroits très très lumineux. Et les produits les plus haut de gamme vont avoir la capacité de directement générer du plan à partir de l'appareil et une application. Donc, c'est ce qu'on appelle les modèles P2P ou point à point. P2P, ça veut dire point à point. En anglais, c'est un petit peu un anglicisme. Maintenant, sur vos télémètres, vous allez avoir déjà à considérer la distance à laquelle va faire cette mesure, la précision à laquelle elle est faite, et puis ensuite, est-ce que l'appareil communique en général par Bluetooth ou par Wi-Fi parfois? Est-ce qu'il est équipé d'une caméra? La caméra, c'est un dispositif qui permet de pointer en regardant à l'écran plutôt que de rechercher où est le point rouge. Il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui ne savent pas. Ils me disent, je ne vois pas mon point rouge. Ben oui, mais avec une caméra, vous pouvez voir votre point rouge. Et puis, les fonctionnalités P2P sur les modèles les plus haut de gamme. Voilà pour Une le question, télémètre. ouais, une question, Jean-Michel, sur le télémètre, justement, pendant qu'on en parle. Question Julien, je le salue d'ailleurs, c'est un de nos habitués aux ateliers du DIAG. Il nous dit, avec le disto X6, alors c'est un connaisseur, hein, parce que, Oui, et le logiciel Distoplan, peut-on modéliser les rampants du toiture en plus des murs et du plafond? je n'ai pas compris la question, ça a été Ça devient brouillé. technique, hein, comme Les question. reports de la toiture, Ouais. Alors, non, non. Peut-on modéliser les rampants de toiture en plus des murs et du plafond? absolument, oui, 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 on peut. Alors là, ça va. La réponse est. Ouais. Alors, si la réponse est sur le télémètre, la réponse est oui. Avec Mhm. Distoplan, il faut que je vérifie un petit point quand même, mais on peut avoir une représentation en 3 dimensions lorsque l'on a le mode P2P de Distoplan, hein. Et puis ensuite, ça peut être aussi possible avec des logiciels qui acceptent le P2P. Donc là, je préfère pas donner de nom de logiciel pour pas me fâcher avec ceux que je ne citerai pas. Mais Julien peut me contacter après pour Eh ben, c'est ce qui se analyser de façon un proposait peu de plus faire précise le justement. sens de sa question parce que il Voilà. a peut-être déjà vu le produit et il se pose cette question, donc on verra ça après. Voilà. Voilà. Parfait. Je passe au suivant, peut-être. Mhm. Euh, Allons-y. le deuxième produit qui est également très connu aujourd'hui des diagnostiqueurs, et la plupart de ceux qui font des DPE ont déjà avec eux un vitromètre. Le vitromètre qui s'appelle également un pacomètre. Ça sert à mesurer l'épaisseur du verre et des lames d'air, donc un double vitrage ou un triple vitrage qui est constitué d'un sandwich entre du verre et des lames d'air, qui peut également avoir certaines faces du verre
avec des éléments plus spécifiques tels qu'un renforcement mécanique ou un traitement faible émissivité pour renvoyer l'énergie à l'extérieur. Voilà, il y a différents types de revêtements. Donc, il y a différents... et donc, comment est-ce que ça fonctionne, ces appareils? Alors, soit c'est par une réflexion optique, donc ça, c'est pour les appareils les plus simples, soit c'est on envoie un rayon laser à 45 degrés à travers le vitrage, et ce rayon laser à 45 degrés, à chaque fois qu'il rencontre une interface air-vert, il va y avoir une réflexion. Et donc, il y a une partie de l'énergie du laser qui revient vers l'appareil de mesure, et à ce moment-là, on va pouvoir soit récupérer le laser en retour dans l'appareil qui va l'analyser, comme sur cette petite appareil bleu, soit sur un verre dépoli. On va voir des petites lignes rouges, et donc chaque ligne rouge, l'écart entre chacune des lignes rouges va donner une information que l'on va pouvoir translater en étant l'épaisseur du verre ou l'épaisseur de la lame d'air. Et donc, on va pouvoir de cette façon caractériser les caractéristiques mécaniques et donc thermiques du vitrage quand on va le mettre dans le logiciel de simulation. Ce qui va différencier les différents modèles, c'est la facilité de mise en œuvre. Il y a des modèles, et puis c'est également le budget, parce que les appareils les plus économiques, ça va pas pouvoir faire toutes les mesures sur tous les types de verres, et notamment il va falloir aller des deux côtés du vitrage pour mesurer les deux verres, alors qu'avec un Merlin laser, qui est le produit aujourd'hui le plus répandu sur le marché, on va pouvoir directement d'un seul côté caractériser complètement son vitrage. Il existe des appareils plus haut de gamme, tels que le Glass Body de chez Bolle, mais c'est des budgets à peu près 7 à 8 fois plus élevés, donc, dans lequel on va pouvoir plus encore caractériser les différentes couches que l'on va retrouver dans le verre, alors qu'avec le Merlin, on va avoir des traces lumineuses un petit peu plus épaisses, mais ce sera au diagnostiqueur d'interpréter de quel type de matériau est constituée cette épaisseur supplémentaire. Voilà. Je vais passer maintenant, s'il n'y a pas de questions, tu me diras, au troisième. Alors, on nous demande également de maîtriser la technique de mesure d'énergie en demandant à ce qu'on sache utiliser un wattmètre. Alors, le wattmètre, qu'est-ce que c'est? Le wattmètre, c'est un appareil qui mesure l'énergie électrique, et donc c'est pour connaître la consommation d'un équipement pendant une certaine période de temps. Alors, quand on parle de wattmètre, on parle en général d'une mesure instantanée. Si votre appareil, si votre équipement, il fait 200 watts et qu'il consomme toujours la même énergie, bon, il va vous mesurer 200 watts tout le temps. Alors que si vous avez un appareil qui est régulé, ou qui s'allume et s'éteint, comme je sais pas, un réfrigérateur ou un chauffe-eau, eh bien, ça va être la quantité d'énergie nécessaire pendant une certaine période de temps. Et à ce moment-là, on parle plutôt d'énergimètre. Donc, wattmètre, énergimètre, parfois on peut confondre, mais c'est important de connaître la différence, parce que lorsqu'on regarde par exemple une pince de courant, ça va mesurer un courant. Et il y a certaines pinces de courant qui vont prendre le courant et la tension. Avec le courant et la tension, P égale UI, on va mesurer la puissance. Mais ensuite, si on veut mesurer l'énergie, on va devoir aussi regarder ça pendant une certaine période de temps. Donc, on va par exemple mesurer un phénomène pendant 10 minutes, et il va éventuellement extrapoler la consommation que ça va donner sur une heure ou sur une journée. Donc, voilà, ces mesures donc, font partie de celles que doivent connaître le diagnostiqueur. Et ensuite, l'appareil qui va mesurer l'énergie électrique, il y a vraiment deux types d'appareils. Il y a des appareils qui sont extrêmement simples à mettre en œuvre, que j'appelle des appareils gigognes. Donc, c'est par exemple celui-ci qui est en bas, la photo en bas, c'est-à-dire que vous branchez votre appareil dans une prise, et puis ensuite, l'appareil que vous voulez étudier, on le connecte directement sur la face avant. Ça, c'est super pratique, c'est simple à mettre en œuvre. Par contre, ça a un énorme inconvénient, c'est que c'est forcément un appareil qui se branche avec une prise. Et donc, c'est typiquement pas un appareil qui fait partie de la maison. Dans la maison, on exclut en général tout ce qui est connectable. Donc, si vous voulez mesurer
la puissance de votre télévision, de votre réfrigérateur ou de votre cafetière. Ça, c'est super pratique. Mais si vous voulez vérifier la consommation d'un radiateur qui est installé, d'un système de ventilation ou d'un chauffe-eau, eh bien, à ce moment-là, il faut passer par l'autre technique qui consiste à utiliser ce qu'on appelle une pince de courant. La pince de courant, c'est un dispositif avec une mâchoire. On ouvre la mâchoire, on vient faire passer le câble électrique qui est la phase dans la mâchoire. Et à ce moment-là, il va mesurer sans contact le courant qui est débité dans ce câble. Et en mesurant en même temps la tension, on va pouvoir en mesurer la puissance et l'énergie. Voilà. Donc, deux technologies différentes. Et certaines, voilà, certains diront que ça, c'est plus simple, mais c'est moins utile pour mesurer des équipements qui sont installés à demeure. Voilà, voilà les différents types de wattmètres. Je passe à la suite. Vas-y, Jean-Michel, parfait. On nous demande de mesurer la température de l'air. Alors, la température de l'air, qu'est-ce que c'est? C'est un thermomètre. Voilà, ça c'est ultra simple en fait, hein, un thermomètre. Alors, quelques petites particularités quand même sur ce qu'on appelle un thermomètre pour l'air ambiant, hein. On pourrait penser qu'un thermomètre, c'est l'appareil de mesure le plus bête qui soit. Et d'une certaine façon, c'est vrai, c'est simple. Ça coûte, le capteur coûte quelques euros à fabriquer. Cependant, ce qui est compliqué avec les thermomètres, c'est que ça va dépendre de l'endroit où on va faire cette mesure. D'accord? Quand on fait une mesure dans l'air, c'est pas pareil que quand on fait une mesure dans un liquide, c'est pas pareil que quand on fait une mesure dans un solide, c'est pas pareil que quand on fait une mesure dans un flux d'air, c'est pas pareil que quand on fait une mesure dans quelque chose de visqueux, etc., etc. C'est-à-dire que la première chose qu'on doit se poser comme question quand on choisit un thermomètre, c'est dans quel milieu je vais faire ma mesure. Donc là, on parle de la mesure de la température de l'air ambiant. Donc il faut un thermomètre avec un capteur qui se mélange facilement à l'air ambiant. On va dire ça comme ça. Ce qui est différent du thermomètre que vous allez utiliser pour la cuisine, dans lequel vous allez avoir un pic que vous allez piquer au centre de la viande pour connaître la température au milieu du muscle. C'est pas la même chose. Donc, ça sert d'abord à mesurer des températures intérieures ou extérieures. Ça sert à mesurer de l'air qui va être chauffé ou qui va être refroidi. Hein, et ça se mesure avec ce qu'on appelle des capteurs dits thermocouple ou PT100, donc que les spécialistes connaissent. Qu'est-ce que c'est que ces capteurs? Ce sont deux métaux que l'on met en contact et qui réagissent, qui génèrent une tension en fonction de la température à laquelle ils sont soumis, donc sans rentrer dans des détails plus techniques. Donc, ça sert à vérifier le bon fonctionnement des systèmes. Ça sert à vérifier, par exemple, l'effet d'un système d'ombrage, une différence entre un endroit qui serait éclairé et un système qui serait ombragé. Ça permet de mesurer des écarts entre différentes pièces. Ça permet de mesurer des écarts de température entre l'intérieur et l'extérieur. Et ça permettra, on le verra sur la prochaine slide, de mesurer la différence de température entre l'air et les parois. D'accord? Sachant que la différence de température entre l'air et les parois, c'est quelque chose qui va vous donner une indication de la qualité de l'isolation qui est donnée par la paroi. Ça sert aussi, si jamais vous investiguez des problèmes d'humidité et couplé avec un hygromètre, vous allez pouvoir mesurer ce qu'on appelle des points de rosée. Alors, je ne l'ai pas mis là-dessus parce que la notion d'hygromètre, elle n'est pas obligatoire dans le décret, mais ça nous semble utile de noter que si on doit rechercher des pathologies liées à l'humidité, eh bien d'avoir un thermohygromètre, rechercher à quel moment, à quelle température la vapeur d'eau se transforme en eau qui va devenir moisissure, eh bien, ce sont des critères importants pour investiguer ce qui peut se passer dans des milieux humides. Donc, caractéristique importante d'un thermomètre pour mesurer la température de l'air ambiant, c'est bien évidemment le fait qu'il ait une sonde adaptée à l'air ambiant, mais il y a quelque chose qu'on oublie très souvent, c'est la vitesse de réaction du thermomètre et sa stabilité. Si vous avez un thermomètre qui est chez vous, dans votre salon, posé sur votre cheminée, il ne bouge pas. Et s'il ne bouge pas, ça veut dire qu'il s'imprègne en permanence de la température. La température ambiante, elle varie doucement. Le thermomètre, il varie doucement. Vous prenez ce thermomètre, vous allez à l'extérieur avec, d'accord?
il peut très bien se passer plusieurs minutes avant qu'il affiche la bonne température. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le temps de réaction du thermomètre. Et si vous devez faire un audit dans un bâtiment où vous allez déplacer votre thermomètre, passer dans une pièce, mesurer une température, passer dans la pièce suivante, mesurer une température, passer dans la pièce suivante, mesurer une température, si votre thermomètre met 5 minutes à se stabiliser, il va falloir attendre 5 minutes avant de changer de pièce. Okay. Donc la vitesse de réaction d'un thermomètre, c'est extrêmement important et ça se chiffre en plusieurs dizaines de secondes, voire en minutes, sur des appareils qui ne sont pas adaptés. Hein. Donc la caractéristique principale qu'on va regarder, c'est la vitesse à laquelle il atteint la température. Donc moi j'ai choisi ici un modèle de chez Fluke, par exemple, le Fluke 971, parce que lui, il indique qu'il atteint la température en 10-20 secondes. Hein. Alors qu'il y en a beaucoup d'autres qui vont mettre beaucoup plus longtemps. Voilà, ça c'est un truc, on n'en parle jamais, mais ça ne sert à rien d'avoir un thermomètre s'il met plusieurs dizaines de minutes à atteindre la température visée. Voilà. Et puis donc on nous demande d'avoir un thermomètre, enfin on nous demande aussi de savoir mesurer les températures des surfaces. Alors mesurer une température de surface, je parlerai d'une autre technique tout à l'heure qui est la technique infrarouge, parce que j'aurais pu la citer à ce moment-là avec un thermomètre infrarouge. Mais la mesure de la température de surface, ça se fait soit effectivement avec de l'infrarouge, ça donne une mesure plutôt rapide, mais pas très précise. Hein. Et si on veut faire des mesures précises, à ce moment-là, il vaut mieux avoir un thermomètre dit de contact. Un thermomètre de contact, c'est un thermomètre dans la sonde. Elle est spécifiquement dédiée pour aller faire un contact franc pour mesurer la température d'une paroi. Hein. Et donc, c'est souvent un petit ressort au bout de la tête, comme ça. Donc là, on a différents types de têtes sur cet exemple. On a la sonde de contact, la sonde à piquer, la sonde ambiante, voilà, qui sont différentes sondes que l'on a sur un thermomètre qui, là, en l'occurrence, envoie les informations sur un smartphone. Hein, ça peut être ce type de produit. Là, on a un pareil avec un écran et une tête plate qui est munie d'une lame à ressort. Mais là, c'est pareil, c'est la qualité du contact qui va faire la différence et c'est aussi sa vitesse de réaction. Voilà. Donc ça, c'est pour faire des mesures de température de surface. Si vous faites des mesures de différence de température, il faut avoir un thermomètre de bonne précision. Et souvent, les thermomètres à infrarouge, si vous allez regarder, je ne sais pas, par exemple, la différence de température entre un mur qui est au nord et un mur qui est au sud, eh bien, il va falloir certainement avoir un thermomètre de bonne précision. Voilà, pardon. Hop, 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 hop. Donc, voilà pour le volet mesure de température. Donc, il est cité par ailleurs le volet thermographie. Donc, le volet thermographie, c'est ce qu'on appelle, en termes d'outils, la caméra thermique. Parfois, on utilise le terme caméra infrarouge. Infrarouge, pourquoi? Parce que c'est la technique. Pardon, il y a une question? Il y a un problème technique? Oui, non, je ne voulais pas t'interrompre. Tu ne m'entendais pas très bien. La connexion n'est pas forcément très extraordinaire. Une question de Julien, je ne sais pas si tu m'entends bien, Oui, je Jean-Michel. t'entends. Oui. Peut-on calculer le U du mur global avec ce type d'appareil? Est-ce fiable? Demande-t-il. Alors, je ne savais pas qu'on aborderait ce sujet, mais je l'aborde un petit peu plus tard, en fait. D'accord. Donc, effectivement, la mesure du U d'une paroi, c'est quelque chose que le diagnostiqueur aimerait pouvoir réaliser rapidement et de façon fiable et précise. Ce sont des techniques qui sont basées sur la méthode des températures, effectivement. Mais pour les améliorer, il y a d'autres méthodes telles que la méthode des flux. Mais ce sont de toute façon des méthodes qui prennent un certain temps. Ce ne sont pas des méthodes que l'on peut mesurer en instantané. Hein. Donc, je reviendrai là-dessus, mais effectivement, la précision des mesures de température ambiante et de température de surface, c'est un élément clé pour faire une bonne mesure si on veut s'aventurer dans ces mesures de coefficient U. Alors que la thermographie, effectivement, la thermographie, c'est une technologie qui est géniale parce que ça permet en quasiment instantané d'avoir une mesure de température sur une grande surface.
contrairement à une mesure ponctuelle. Mais c'est surtout l'intérêt de cette technique, c'est de créer une image de la température de la surface que l'on analyse. Et c'est surtout de voir des différences de température. On est plus dans la mesure relative que sur de la mesure absolue. Et donc, ça n'est pas un bon outil pour faire une mesure précise de température, mais c'est un excellent outil pour voir des différences de température. Donc, c'est pour ça que je dis que la caméra thermique, ça sert à voir et à mesurer des différences de température sur une surface plus que des températures absolues. Comment est-ce que ça fonctionne? Tous les corps qui sont soumis à une température autre que le zéro absolu émettent des rayonnements infrarouges, et les rayonnements infrarouges que l'on émet, quand je parle de corps, je ne parle pas que de corps humain, hein, je parle également de corps inertes. Ils vont émettre un rayonnement infrarouge, et ce rayonnement infrarouge, il va avoir des caractéristiques qui sont fonction de cette température, et la caméra thermique, elle est capable de capter ce rayonnement infrarouge et de dire, voilà, ici j'ai telle température, là j'ai telle température. Ensuite, on met ça sur une image, sur un capteur qui est en fait comme un appareil photo, en fait, c'est une matrice, et c'est une matrice avec des milliers de pixels, des dizaines de milliers, voire des millions de pixels, et chacun des pixels est un thermomètre, en fait. Hein. Donc, il faut voir une caméra thermique comme étant une image dans laquelle chacun des points de l'image est une température. Et donc, ça va nous servir à quoi? Ça va servir à plein de choses dans le bâtiment. Ça va servir à évaluer les ponts thermiques. Ça va permettre à voir des fuites d'air. Ça va permettre de voir des défauts d'isolation. Et ça va permettre aussi de voir le bon ou le mauvais fonctionnement d'un système de chauffage ou de refroidissement. Je vais vous montrer quelques photos après. Quelles sont les caractéristiques fondamentales d'une bonne caméra thermique pour un audit dans le bâtiment? En général, on vous parle de la taille du capteur, parce que le prix de la caméra, il est en général fonction de la taille du capteur. Et il y a un élément qui est encore plus important, c'est la sensibilité thermique de ce capteur, c'est-à-dire la capacité à avoir des toutes petites différences de température d'un point à l'autre. Hein. La caméra sera d'autant meilleure que d'un point à l'autre, on va avoir une petite différence de température. Voilà. Donc, ensuite, on a d'autres caractéristiques telles que le fait d'avoir une image visible, le fait d'avoir une caméra qui est plus ou moins encombrante. Il y a différents facteurs de forme. Le fait de communiquer, d'envoyer des images qui peuvent être utilisées ensuite dans le rapport. Tout ceci va rentrer en ligne de compte dans le choix d'une caméra thermique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je n'ai pas encore parlé budget ou prix, mais les caméras thermiques, c'est l'outil dans lequel le prix et le rapport prix-performance a le plus chuté ces dernières années. Il y a 10 ans, une caméra thermique, ça valait 10-15 000 euros, même en entrée de gamme. Aujourd'hui, il y a pléthore de caméras thermiques pour moins de 500 euros. Donc, nous, on recommande notamment un petit produit qu'on a sorti récemment, qui est une pocket qui s'appelle la Thermomalin et qui est optimisée justement pour avoir une très bonne sensibilité thermique et qui est à moins de 400 euros. Donc aujourd'hui, je dirais que le budget, alors ça fait beaucoup d'appareils bien sûr, on va me dire, mais c'est plus un frein le fait d'avoir une caméra thermique pour les applications bâtiment. Quelques Ouais, images. une question, Question? Oui. Jean-Michel. J'entends une question de Thierry qui demande la thermographie par caméra thermique est-elle obligatoire ou seulement conseillée dans le cadre de l'audit? Alors, je ne vais pas me lancer dans ce débat parce que toutes les technologies dont je parle, à part peut-être le télémètre et encore le vitromètre, il peut y avoir un débat sur est-ce que c'est important, utile, obligatoire, indispensable. Hein. Il n'y a rien aujourd'hui, à mon sens, qui dise que aucun de ces outils n'est vraiment obligatoire. Hein. Il n'y a pas un texte que je vois qui dit si vous voulez être auditeur, c'est obligatoire d'avoir même un télémètre. Hein. Peut-être qu'un mètre au ruban suffit. Hein. Donc, le truc, c'est que il y a d'une part un décret de compétence qui dit voilà toutes les technologies que l'auditeur doit maîtriser. Okay, je me demande bien pourquoi on forme les gens et on leur demande d'être compétents sur une technique si ensuite on leur dit mais vous n'en avez pas besoin. Donc je ne sais pas à quoi ça sert à titre personnel. Bon. Par ailleurs, l'utilisation de ces outils, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est soit pour faire des mesures,
soit pour valider des hypothèses, soit pour analyser des problématiques critiques. D'accord? Donc, il n'est pas demandé de faire une thermographie du bâtiment. Hein. Aujourd'hui, dans un audit de l'habitat, on ne nous demande pas de faire une thermographie du bâtiment. Si on fait une thermographie du bâtiment, ça veut dire qu'on va devoir se mettre dans un référentiel normatif particulier qui dit qu'est-ce que c'est qu'une thermographie du bâtiment. On va peut-être demander d'avoir des caméras thermiques plus haut de gamme. On va vous demander de faire des rapports en mesurant d'autres paramètres tels que des paramètres météo. On va vous demander de faire la totalité, toutes les faces, en intérieur, en extérieur, tous les ouvrants, en intérieur, en extérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle faire une thermographie du bâtiment. La thermographie du bâtiment, c'est quelque chose d'exhaustif. Hein, Là, on est plutôt sur un outil qui est un des différents outils qui sont dans la boîte à outils de l'auditeur, qui est extrêmement utile lorsqu'on se dit, tiens, est-ce que le plancher chauffant, il fonctionne? Bah, ok, on le met en route, et puis avec la caméra thermique, au bout de quelques minutes, on va voir s'il commence à être visible. Ce mur-là, est-ce qu'il est bien isolé? Bah, on va pouvoir avoir un avis sur le fait qu'il soit bien isolé. Voilà, il faut le voir un petit peu comme un outil d'investigation, plus que comme un outil qui va vous obliger à faire un audit thermographique. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est très clair, Jean-Michel, a priori. Voilà. Donc, quelques exemples d'images tels que des ponts thermiques ici sur un immeuble qu'on voit au-dessus des ouvrants, des fuites d'air sur une trappe qui serait peut-être bien isolée. La trappe semble bien isolée. Par contre, elle présente des fuites autour, puisqu'on voit de l'air froid qui rentre au périmètre de la trappe. Ici, on voit des défauts d'isolation en toiture, des endroits qui sont bien isolés, d'autres qui sont moins, aussi bien sur la toiture que sur le pignon, même si les spécialistes vous diraient qu'il y a certaines précautions à prendre qui n'ont peut-être pas été prises sur ce bâtiment, mais ça fera l'objet de la formation. Un radiateur qui ne fonctionne pas de façon optimale, par exemple, avec une partie qui chauffe beaucoup et puis une autre qui chauffe très peu. Une isolation non uniforme également en intérieur, là, sur un plafond. Des remontées, des remontées capillaires, donc c'est de l'humidité qui remonte, ou alors des taches d'humidité caractéristiques sur une paroi. Voilà. Donc là, ça termine le volet mesure de température. Il reste deux volets tels que la vérification des débits de ventilation. Donc, à quoi est-ce que ça sert et qu'est-ce que c'est? L'outil que l'on utilise pour vérifier un débit de ventilation, ça s'appelle un débitmètre. Mais dans la réalité, les produits de terrain qu'on utilise pour mesurer un débit d'air, c'est des appareils qui sont en deux parties. C'est un anémomètre. L'anémomètre, c'est une hélice qui mesure une vitesse d'air. Hein, si vous le mettez dans le vent, dans un flux où vous soufflez dessus, eh bien, l'hélice, j'en ai une ici, elle va, hop, voilà, elle va tourner. Et en tournant, elle va mesurer une vitesse d'air. Si on veut mesurer un débit, on a besoin de rajouter un cône. C'est un dispositif dans lequel on va insérer l'hélice. Et ce cône, de l'autre côté, on va venir créer une liaison étanche entre le mur ou le plafond, en l'occurrence sur cet exemple, qui va entourer la bouche d'aération. La bouche, ça peut être une bouche d'extraction d'air ou une bouche d'insufflation. Ça va marcher dans les deux sens. Et le flux d'air qui va être extrait ou qui va être envoyé dans le cône va arriver sur l'anémomètre. Et l'anémomètre, on le met dans la position où il va mesurer également son débit. Et donc, il va transformer la vitesse de l'air en débit. Donc, le débit, ça va être des mètres cubes par heure ou des mètres par seconde. Hein. Là, par exemple, j'ai un appareil qui mesure aussi la température. Alors, tout à l'heure, on a parlé de thermomètre. Il faut savoir que le thermomètre, souvent, c'est une fonction annexe des autres appareils. Donc, on peut aussi avoir plusieurs fonctions dans un seul appareil. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc, le cône, il englobe et il va mesurer un débit d'air. Voilà, c'est ce qu'on appelle mesure de débit de ventilation. Ça va servir à quoi? Ça va servir à vérifier si le flux d'air est soit conforme à une exigence, ou est-ce qu'il est suffisant pour assurer le renouvellement d'air sanitaire. Hein. Bon, les VMC sont obligatoires depuis les années 80.
On sait très bien par ailleurs, parce qu'on a des clients qui font le contrôle des VMC sur les constructions neuves depuis peu, depuis la RE 2020, eh bien, on sait que la grande majorité des systèmes de ventilation installés présentent des défauts, hein, des défauts ou des dysfonctionnements, ou alors souvent ils sont mal entretenus, ils sont encrassés, voilà, etc., etc. Ce qui font que lorsqu'on arrive sur une problématique de VMC dans le cadre d'une rénovation, la question se pose, est-ce qu'on doit la changer? Ou est-ce qu'on doit juste la nettoyer? Ou est-ce qu'on doit la garder parce que bah, ça fera un volet de moins dans le projet de rénovation. Et il y a un autre élément concernant la vérification de la ventilation, c'est la mesure des pressions aux bouches. Il y a certains types de bouches, notamment dans les bouches d'aspiration hygro-réglables, où la caractéristique de la bouche varie en fonction du taux d'hygrométrie. Et donc, la vérification du bon fonctionnement de la bouche se fait par une mesure de pression différentielle. La pression différentielle, c'est on utilise un manomètre. Un manomètre, c'est un petit équipement avec deux petites tétines. Sur chacune de ces tétines, on va pouvoir connecter un petit tube. Et le fait d'insérer le tube dans la bouche, comme on le voit sur la photo ici, ça va permettre de mesurer la différence de pression entre l'intérieur du conduit et l'extérieur du conduit. Et le bon fonctionnement d'une ventilation, il faut que l'on ait un minimum de pression à la bouche, typiquement 80 pascal, c'est l'ordre de grandeur. Si on n'a pas ces 80 pascal, bah, ça veut dire que bah, le système n'est pas assez puissant et peut-être parce que les tuyaux sont écrasés, parce qu'il y a beaucoup de poussière, etc. Et dans ce cas-là, le système va tenter de compenser. Et en tentant de compenser, bah, il risque d'y avoir une surconsommation énergétique. Donc, il y a un triptyque entre le bon fonctionnement d'une VMC, la consommation énergétique et la qualité d'air intérieur. Et donc, dans le cadre de l'audit, il est intéressant de bien comprendre ce triptyque et se poser les bonnes questions peut amener à vérifier le bon fonctionnement d'un système de ventilation, soit en débit, soit en pression. Voilà. Il n'y a pas de questions là-dessus. Donc là, j'ai terminé avec les appareils qui sont listés dans le décret de compétences. Okay. Il se trouve que depuis 3 ans que l'on vend des appareils pour des audits, qu'ils soient réglementaires ou qu'ils soient incitatifs, selon l'ancienne terminologie, on a vu chaque professionnel, chaque sachant, que ce soit des formateurs, des directeurs techniques, avoir un avis divers et variés sur les choses importantes à vérifier et comment est-ce qu'on les vérifie. Et il y a d'autres techniques de mesure qui sont utilisées, qui ne sont pas listées, mais qui peuvent être utiles aussi. Quelques autres instruments qui peuvent être utiles, donc j'en ai déjà cité certains. Il y a les caméras d'inspection endoscopiques. Ce sont des petites caméras munies d'un flexible qui vont permettre d'aller voir à l'intérieur des parois. Donc, s'il y a un petit interstice dans une paroi, si on peut passer par une prise électrique et regarder ce qu'il y a à l'intérieur, il y a maintenant des petites caméras toutes simples, toutes petites comme celle-ci, avec 1 mètre de câble, quelque chose de très petit, très fin, avec un éclairage au bout, qui permet d'aller voir ce qu'il y a dans la paroi. Ça coûte pas très cher et ça peut être un outil d'investigation pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de la paroi. Tout à l'heure, on m'a parlé de la mesure du coefficient U. Alors, effectivement, si vous mettez dans le même appareil une mesure de l'air extérieur, une mesure de l'air intérieur, de l'air à l'intérieur, et un dispositif qui va permettre d'aller mesurer la température ou plusieurs températures sur une paroi, en attendant un certain temps, vous allez avoir une bonne évaluation de la résistance thermique de la paroi. Mais c'est une mesure, à mon sens, qui est quand même réservée à des cas particuliers, notamment dans le domaine du diagnostic, peut-être des immeubles d'une certaine qualité architecturale ou environnementale, essayer de comprendre comment ça fonctionne dans des environnements complexes.
voilà, je ne pense pas que ce soit vraiment l'outil de base pour le diagnostiqueur. On a des clients thermiciens qui utilisent ça, qui souhaitent analyser vraiment comment fonctionne le bâtiment et son isolation, dans lequel il n'est pas question d'aller ouvrir, par exemple. Ils se posent pas mal de questions. Mais certaines de ces mesures, plus le bâtiment est bien isolé, plus la mesure va prendre du temps pour être précise. Donc, c'est pour ça qu'on ne répond pas vraiment à la question combien de temps ça prend. Parce que si la maison est très mal isolée, vous allez déjà avoir une bonne mesure au bout de quelques dizaines de minutes ou quelques heures. Si la maison est très bien isolée, il y a l'inertie thermique qui rentre en ligne de compte et ça peut prendre 24, 48 heures avant d'avoir une mesure précise. Et puis, la dernière chose, c'est les humidimètres à pointe ou sans pointe que beaucoup connaissent déjà. Et il y a des produits mixtes qui existent. Voilà. Euh, Avant de clôturer le chapitre, là, j'ai donné l'impression qu'il fallait avoir plein d'outils différents. Hein. Euh, mais en fait, il faut savoir qu'il existe pas mal d'outils qui sont super polyvalents. On va appeler ça comme ça. Hein. Par exemple, là, j'ai un produit de chez FLIR Systems qui est un 5 en 1. C'est-à-dire que dans le même appareil, vous allez avoir un thermomètre, un hygromètre, un humidimètre à pointe, un humidimètre sans contact et une caméra thermique. Bon, ben, si vous avez besoin d'avoir ces différentes mesures, elles peuvent être combinées dans le même appareil. Est-ce que j'ai terminé mes outils? Voilà. Là, ça termine à peu près le panorama des différents outils. Ce que je peux vous proposer, c'est vous présenter rapidement les ressources que Testoon met à votre disposition si vous voulez aller plus loin. Donc, on a sur Testoon, en plus des produits que vous allez retrouver sur le site internet, je vous montre, si vous tapez par exemple audit dans la barre de recherche, vous allez avoir à droite tout un ensemble de guides de choix, de guides métiers sur qu'est-ce que c'est qu'un audit. Alors, c'est des guides qu'on a dû refaire une demi-douzaine de fois les 3 dernières années parce qu'avec toutes les évolutions qu'il y a pu avoir sur la terminologie, sur les certifications, sur qui peut les faire, etc. Et donc, il n'est pas exclu qu'ils ne soient pas complètement tous à jour, mais en tout cas, on essaye de faire la synthèse de tout ce qui existe dans ce domaine. Ensuite, on a, oui, quand on va plus loin, donc on va retrouver des propositions pour le type de matériel, donc wattmètre, lasermètre, vitromètre, en fonction du besoin, différents types de matériel qui peuvent être basés sur des techniques différentes, sur des niveaux de performance différents, mais également sur des budgets différents. Et on va essayer de définir qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est requis, qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui est recommandé. Hein, comme je le disais tout à l'heure, c'est dur pour nous de nous positionner parce que même si le dispositif maintenant il se clarifie, il y a encore des opinions qui sont fortes sur des formateurs qui vont dire ça sert à quelque chose, ça sert à rien. Et moi derrière, je ne peux pas dire il a raison ou il a tort. Par contre, je peux vous dire, si vous voulez chercher un pont thermique, voilà comment vous pouvez faire. Si vous voulez vérifier le bon fonctionnement d'une ventilation, voilà comment vous pouvez faire. Mais moi, je ne vous dirai jamais, c'est obligatoire pour un diagnostiqueur. Voilà. On a créé des kits pour l'audit, donc qui répondent aux exigences du décret de compétences. Donc, on en a plusieurs. Ça, c'est le plus, on va dire, versatile, puisqu'il couvre tous les différents types de produits dont j'ai parlé précédemment. Donc là, on a un pack d'environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 produits qui répond à la totalité des exigences et qui, dans sa globalité, est inférieur à 2 000 €, qui présente environ une remise d'à peu près 15% par rapport à si vous achetez chacun des produits séparément. Bien sûr, je sais que tous les diagnostiqueurs sont déjà équipés d'un certain nombre de ces produits, donc tout ceci peut être optimisé par des produits individuels ou on a d'autres packs, on réalise des packs pour des clients qui ont des besoins, qui auraient plusieurs techniciens à équiper. Je crois que j'arrive au bout. On a une petite animation en ce moment. On a créé une mini-série qui est sur une chaîne YouTube de Testoon et on a repris les 6 techniques de mesure. Alors, on a mis 6 là et pas 8 parce qu'il y en a certaines qui sont un petit peu trop évidentes, on va dire ça comme ça. Et on a créé des petites scénettes.
Je ne sais pas si je peux cliquer là, par exemple. Je ne sais pas si le son va passer. Tu vas me dire, attends, pour l'instant, ça. Hmm. Alors, on entend le son. Voilà, on a l'image maintenant. Vous n'avez pas le son? Si c'est le son, à peu près audible. Voilà, on voit à peu près effectivement la vidéo, on se rend compte de ce que c'est. Et c'est vrai que ça passe pas super bien là avec le réseau qu'on a. D'accord. En tout cas, tu me l'avais montré juste avant la session. C'est des vidéos tout à fait illustratives, hein, Des différentes voilà. techniques. Ouais, voilà, exactement. Là, on se rend pas compte parce que l'image passe pas très bien. D'accord. On Donc, passera le n'hésitez pas. son, on Voilà. passera les copies des slides, Hmm. ce qui permettra d'avoir un accès direct en cliquant ici ou pouvoir accéder sur la chaîne YouTube. Donc, Voilà. c'est des petites scénettes de 3 à 4 minutes maximum et il y en a 6. Donc, voilà, en une vingtaine de minutes, on peut découvrir justement en Hmm. action ces différents outils. C'est très, très clair et très amusant aussi à voilà, regarder. C'est très Merci. illustratif. Voilà. C'est bien, c'est assez joliment fait. Il y avait une question de Salah. Y a-t-il un outil pour faire une radio d'un mur, nous demande-t-il. Oui. Oui, bon, voilà, voilà une réponse claire. Merci, Non, parce que Jean-Michel. la question suivante, en général, c'est combien ça coûte? Ah, Ça coûte entre 30 et 40 000 euros. Non, après, ah oui, non, après, ça dépend. Il existe des outils. Alors, il existe différents outils qui permettent de détecter la présence d'éléments métalliques ou de conduits à l'intérieur des parois. Alors, il y en a certains qui vont biper quand on passe le long d'un mur pour dire, tiens, à cet endroit-là, il y a un tuyau ou il y a un câble électrique qui passe. Donc ça, c'est le niveau 1 et ça coûte quelques centaines d'euros. Si on veut ensuite quelque chose qui va essayer de donner une image de ce qu'il y a à l'intérieur, euh, il y a des outils de l'ordre de 1000 euros à peu près qui permettent d'avoir une image de ce qu'il y a à l'intérieur, mais on n'aura pas l'information de la profondeur. Et en général, quand on parle de radio, on va avoir la notion de profondeur, c'est-à-dire il y a quelque chose, mais à quelle profondeur c'est. Donc, si on va avoir vraiment une vision un peu comme un scanner en 3D, là, on est plutôt sur des outils à ouais, 20 000 euros, des choses comme ça. Ça existe chez Leica, ça existe chez Ilti. Voilà, il y a différents fabricants. On a un produit, par contre, qui est assez intéressant aussi, je ne l'ai pas cité, qui permet de mesurer l'épaisseur d'un mur avec un émetteur et un récepteur. Et donc, on les plaque de chaque côté d'une paroi. Ça marche jusqu'à 1 mètre d'épaisseur, donc c'est vraiment pas mal. Et donc, on le positionne de chaque côté et en mettant un fixe, on va pouvoir le coller avec une pâte à fixe, par exemple, d'un côté du mur et en se déplaçant de l'autre côté comme ça. Avec un signal sonore, on va pouvoir savoir à quel moment les deux sont bien alignés. Et une fois qu'ils sont alignés, il vous affiche l'épaisseur du mur, donc la distance entre les deux dispositifs, avec une précision d'à peu près 1 mm. Et ça marche bien. Et en fait, c'est utilisé par les gens lorsqu'ils veulent percer à travers une paroi. Ça permet de savoir quand on perce d'un côté où est-ce que ça va ressortir de l'autre. Et donc, c'est assez pratique. Et ça existe. On en a en stock. Voilà, ça peut être utile pour mesurer précisément l'épaisseur d'une paroi. bon, formidable. Pas d'autres questions pour le moment. On va peut-être Je vais arrêter le partage. réfléchir maintenant à clôturer ce webinaire. S'il n'y a pas d'autres questions, je laisse quelques secondes quand même à nos participants s'ils en ont. Mais enfin, de toute façon, toutes les réponses aux questions éventuelles, elles sont sur testoon.com, elles sont auprès de toi. Elles sont évidemment en appelant le SAV Testoon, le numéro de téléphone, on l'a vu tout à l'heure, et puis le support hein, qui sera accessible, tu vas nous l'envoyer avec les liens actifs qu'on vient de voir aussi, qu'on mettra là sur Diegactu. Une question de Philippe. C'est hors sujet, nous dit-il. Que pensez-vous des détecteurs d'insectes xylophages et détecteurs d'amiante? Ah, Vaste question pour l'amiante. j'avoue que je me suis intéressé de très loin à ces deux produits. Il y en a, je les ai pas utilisés, je les ai pas essayés. J'ai pas réussi à trouver la justification économique pour aller plus loin, c'est-à-dire trouver des clients qui seraient prêts à payer le prix de ces produits
pour aller les proposer. Donc, l'amiante, il y a eu un produit fameux qui est fait par un confrère qui vend aussi des machines pour le plomb, je crois, il y a quelques années. Ce produit-là me semble plus d'actualité. Je ne sais pas si c'est pour des raisons techniques ou économiques, mais en tout cas, ça ne me semble plus l'être. Quant aux appareils pour les termites ou autres xylophages, j'ai j'ai eu l'occasion d'en essayer un qui était d'origine australienne, mais rien que le faire venir, ça me coûtait plus d'argent que ça me semblait intéressant pour mes clients. Donc voilà, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, je pourrais réactiver cette piste, mais pour l'instant, j'en suis resté là. Très bien, merci Jean-Michel Catrin. Je viens de te remercier et te souhaite une bonne soirée. Nous souhaite une bonne soirée. Mais on va effectivement souhaiter une bonne soirée à tout le monde. J'en profite quand même pour dire qu'on reparlera dans le cadre des ateliers du Diag Sommet qui vous aidera à mieux maîtriser les grilles de contrôle là, pour les DPE et les audits énergétiques. On est vraiment dans ce sujet-là, dans le cadre de la surveillance de la certification, vaste sujet également, mais elle va vous donner beaucoup de conseils. Mercredi 3 juillet à 18 h, on sera avec Pascal Clair et vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaitez sur le DPE, parce que Pascal a les réponses pour toutes les questions sur le DPE, toujours. Et puis le 18 juillet, on parlera avec Étienne Ternisien, formateur chez Open Pro, de l'audit énergétique. Là, ça sera vraiment justement le moment de poser des questions sur la mission, voilà, réglementaire technique elle-même. Mais là, avec toi, Jean-Michel, on a beaucoup déjà avancé sur cet aspect technologie de mesure, équipement. C'était très intéressant. Merci beaucoup, Jean-Michel Catrin. Merci à Merci beaucoup toi. Alain, merci à tous et d'être resté jusqu'au bout, c'est sympa. Tout le monde est resté jusqu'au bout, on peut le Ça dire. Voilà. prouve qu'il y a Donc, mal d'intérêt. non, Voilà, c'est toujours très clair quand tu parles d'équipement. Voilà, tout est très simple, donc c'est parfait. Merci beaucoup. cool. Merci beaucoup, Jean-Michel Catrin, Testone, et à très bientôt. Je rappelle que donc, le webinaire a été enregistré, donc vous aurez ce replay pendant quelques semaines, voire quelques mois. Frédéric te remercie également et te souhaite également une bonne soirée. Merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Au Merci. revoir.